Eh bien bonjour à tous les amis, je suis PupUp, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne PupUp Vlogs pour parler du pay-per-view de la AEW Full Gears qui a eu lieu ce samedi soir. Moi j'ai terminé de le voir aujourd'hui, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Je vais vous faire comme d'habitude une petite review de tous les matchs. Alors, on va commencer directement avec le buy-in. Le buy-in, c'est l'équivalent du kick-off, dans lequel il y a eu un match. A noter d'abord que Taz était au commentaire avec Excalibur pour cette première partie de show. Avec un premier match du coup qui a opposé Dr. Britt Baker à Bea Priestley. Un match qui a duré 11 minutes 30. Qui était plutôt sympathique en sachant que Britt Baker était malade, hein, ils nous l'ont signalé durant les commentaires, et du coup ça s'est pas trop vu quand même pendant le match. Donc voilà, on a eu un bon petit match entre les deux, victoire de Britt Baker en 11 minutes et 30 secondes par soumission. Au niveau des spots, il y a juste un petit moment où Bea Priestley a sauté directement sur le dos de Britt Baker, mais voilà. Après c'était un match de kick-off, c'était pas non plus le gros match de la soirée. Donc voilà, un match 11 minutes 30 secondes du coup pour ça. Et après il s'est passé un événement dans le kick-off auquel je m'attendais pas trop. On a Awesome Kong et Brandi Rhodes qui sont entrés sur le ring et qui se sont attaqués à Bea Priestley. Alors que Bea Priestley est heel, je supposais jusque là que Brandi Rhodes et Awesome Kong étaient heel, mais du coup j'ai un doute. Awesome Kong qui entre avec une nouvelle tenue, une tenue un peu de chasseuse, et du coup comme elle a battu sa proie, on va dire, elle lui a coupé un bout des cheveux avec un couteau directement en fait, pour l'accrocher à sa ceinture, donc voilà. Alors je sais pas trop ce que ça va donner pour l'instant, c'est un début d'histoire avec Awesome Kong et Brandi Rhodes, donc voilà, on verra bien vers quoi ça va tendre. Ok, donc ça c'était pour le kick-off, c'était voilà, assez rapide, on n'a pas... Il y a eu beaucoup de résumés des matchs à venir sur la soirée, donc ça on va en parler un petit peu plus. Et on va attaquer du coup avec la carte principale du show, et on va attaquer directement avec un des matchs que je n'attendais pas à ce niveau là, je pensais que ce serait plus tard dans la carte, c'est les Young Bucks contre Santana et Ortiz, du coup. Un match qui va durer 21 minutes, donc ça va durer quand même un bon petit moment. Santana et Ortiz au début de match, pour mettre un peu l'ambiance, ont des petits problèmes de tag, c'est-à-dire que ils taguent pas au bon endroit, puis après l'arbitre voit pas le tag et tout ça, donc histoire de lancer un petit peu les choses. On voit Rock'n'Roller Express qui sont au premier rang, une équipe de légende. Nick a un problème avec sa jambe à un moment, il n'arrive plus à faire ses prises, à tel point qu'à un moment il va essayer d'attraper la corde pour monter sur la troisième corde en sautant, et qu'il va tomber directement parce qu'il s'est fait mal à la jambe. Et au final c'est Santana et Ortiz qui ont gagné avec le Street Swiper. Voilà, donc victoire de Santana et Ortiz en 21 minutes, dans plutôt un bon match. Je suis assez content de ce match là. Après le match, Sammy Guevara est venu fêter la victoire avec Santana et Ortiz, hein. Ils font tous partie de The Inner Cycle, la faction de Chris Jericho. Et ils vont du coup s'attaquer aux Young Bucks. Et ça permet de faire intervenir les Rock'n'Roller Express, qui vont faire passer quelques goûts, et notamment un Suicide Dive. Alors vu l'âge des personnes, je pensais pas qu'ils feraient ce genre de choses, donc c'était assez sympathique à voir. Voilà, donc on commence bien le show avec un match assez sympathique en 21 minutes entre les Young Bucks et Santana et Ortiz. On continue ensuite avec un autre bon match encore, c'est Hangman Page contre Pac. Ça va durer 19 minutes. Je passe assez vite sur le premier match parce qu'on va parler pas mal des deux derniers notamment, donc c'est pour ça que je vais assez vite pour commencer. Il y a un gros début de match avec les barrières notamment, ils s'envoient tous les deux contre les barrières autour du ring. On va passer un petit peu, c'était un bon match, et Pac va essayer de refaire son low blow comme il a fait à Dynamite, c'est-à-dire qu'en gros il arrive, pour éviter de taper l'arbitre il fait comme ça, mais du coup il cache la vision alors comme ça je vais essayer de pas trop dépasser mon fond vert. Et comme ça, et du coup, il cache la vue à l'arbitre, et du coup, avec sa jambe, il donne un coup derrière pour essayer de donner un coup à Hangman Page dans les parties. C'est passé à Dynamite, c'est pas passé cette fois-ci.
Du coup, Hangman a enchaîné directement avec sa prise de finition, le Dead Eye, pour remporter le match. Donc voilà, je pensais que c'est Pac qui allait gagner ce match-là, mais non, c'est donc Hangman Page qui va remporter ce match contre Pac en 19 minutes. C'est la première défaite de Pac à la AEW. On continue un petit peu la carte. Shawn Spears contre Joey Janela. Dans le match qui aurait été sans doute le moins bon de la soirée, je pense. Il va durer 12 minutes. Un petit moment intéressant, c'est que Shawn Spears attache les cheveux de Janela sur le coin du ring pour le bloquer. Un petit peu avec une corde, en fait, il l'attache. Voilà. Et en fait, du coup, il est coincé parce qu'il a les cheveux qui sont attachés. Voilà. Et à la fin du match, donc Shawn enlève le coin pour, un coin du ring pour distraire l'arbitre, une des protections. Donc l'arbitre va la remettre et pendant ce temps-là, il fait une prise avec son manager Tony Blanchard et il enchaîne donc avec le C4 pour la win. Donc voilà, Shawn Spears qui gagne contre Joey Janela. C'était bon, ça j'avais eu bon sur ce prono là en tout cas. C'est bien du coup Shawn Spears qui conserve sa victoire, enfin qui conserve pas, qui gagne le match. Il en avait plus besoin que Joey Janela, je pense, pour l'instant. Donc voilà, ça permet de relancer un peu Shawn Spears, mais c'était clairement pour moi le moins bon match de la soirée. On enchaîne ensuite avec le Triple Tag Team match pour les AEW Tag Team Championship entre Private Party des Lucha Brothers et SCU. Donc c'est un triple tag team match, c'est-à-dire que en gros on a toujours que 2 personnes qui sont officiellement sur le ring et du coup il y a une équipe où elle a personne de taguer. Donc pour pouvoir combattre officiellement, il faut taguer l'équipe adverse. Donc il y a des moments en fait où à un moment c'est Lucha Bros contre SCU sur le ring. Je sais plus exactement qui est-ce qui est dessus. Et du coup le deuxième de SCU est à terre. Donc voilà. La personne de SCU qui reste est obligée de taquer quelqu'un des Private Party pour pas perdre le match. Mais du coup, Private Party entrent dans le match et eux sont sortis pour le moment, ils peuvent pas remporter le match vu qu'ils sont pas légaux. Donc c'est un gros match avec beaucoup de big spots, de choses assez impressionnantes, ça va très vite. J'adore les Lucha Bros, c'est vraiment une très bonne équipe pour moi. Private Party, il y a même aussi un super Shooting Star Press. Mais au final, c'est SCU qui va garder ses titres. Bon, c'est pas trop étonnant vu qu'ils viennent juste de les remporter il y a une semaine, un peu plus d'une semaine et demie, du coup à Dynamite. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, sur ce pay-per-view, ça va être compliqué d'avoir des titres qui tournent vu que les catcheurs viennent de les récupérer. Donc on va peut-être pas les faire perdre tout de suite. Donc voilà, très bon match, ça a duré 13 minutes, ça a bien envoyé, donc ça c'était cool. Ensuite, après ça, les Lucha Bros attaquent SCU donc après le match. Les lumières s'éteignent et on a un deuxième Pentagone qui rentre sur le ring. Donc vous avez 2 Pentagones. Donc Pentagone c'est une des personnes de Lucha Bros. Les 2 Pentagones qui se font face à face, qui font les mêmes gestes et tout ça. Et le nouveau Pentagone qui est arrivé fait un Angel Wings pour révéler que c'est Christopher Daniels de SCU qui revient. Avec des chants Fallen Angel dans le public. Voilà, donc Christopher Daniels qui revient, le Fallen Angel. Il faut savoir qu'il avait subi une blessure suite à une attaque des Lucha Brothers à Dynamite au début du tournoi pour les tag teams. Mais voilà, du coup, ça y est, après quelques semaines d'absence, le voilà revenu. Et je pense qu'on va donc partir encore sur du SCU contre Lucha Brothers dans les prochaines semaines sur Dynamite. Mais voilà, c'était cool ceci, et pour plus tard dans le show, on verra qu'on peut éteindre les lumières. Bref, ça j'y reviendrai tout à l'heure. On avance toujours, le championnat féminin de la AEW qui va opposer Ryo à Emi Sakamura. Ce que je savais pas au moment où j'ai fait mes pronostics, j'ai découvert dans le début du show, c'est qu'en fait Sakamura c'est la personne c'est la professeure de Ryo, donc c'est teacher versus student, donc enseignant, enfin mentor contre protégé on va dire. Donc voilà, donc il y a eu beaucoup d'émotions de la part d'Emi Sakamura au début du match, elle était en pleurs un peu, donc
Voilà, elle avait les larmes aux yeux, tout ça pour le match, donc c'était assez bien à voir. C'était un match assez sympathique. Ryu a une sacrée pop et une très bonne musique d'intro aussi, cette petite japonaise. À la fin du match, j'ai noté il y avait peut-être un petit problème avec avec le référee, donc avec l'arbitre, qui à un moment il fait un compte de 2, mais j'avais l'impression qu'il faisait un compte de 3. Même le public s'est un peu levé en pensant que Ryu avait perdu, donc c'était un petit peu bizarre cette section. Et au final, c'est Ryo qui remporte le match et qui conserve sa ceinture en 13 minutes. Et puis à la fin, donc accolade entre les deux. Emi Sakamura ne tourne pas heel à ce moment-là, elle aurait pu, mais voilà. C'était vraiment plus une passation qu'autre chose, donc ce match. Voilà, mais en tout cas, c'était bien cool. Bien. Allez, on va attaquer maintenant les deux gros matchs qui nous restent, les deux gros matchs. Donc avec le premier, le champion Chris Jericho contre Cody Rhodes, The American Nightmare. C'est le match pour le titre de la AEW, World Championship. Un match qui peut durer jusqu'à 60 minutes, c'est la time limit, donc ça va être comme ça pour tous les matchs de championnat, a priori ça va être 60 minutes. Donc là, ça c'est en gros pour dire, ce sera très rare si on arrive au bout et s'il n'y a pas de vainqueur à la fin des matchs comme ça. Dans tous les cas, même si on arrivait à la fin des 30 minutes, il y a un jury qui était au bord du ring et c'est eux qui auraient déclaré le champion, qui est-ce qui remporte le titre ou qui conserve le titre à la fin de ce match. Entre les deux catcheurs ensuite, Cody Rhodes est accompagné par MJF, Jericho est accompagné par Jack Hager. Jericho se moque un petit peu des habits de Cody Rhodes en ayant lui aussi une ceinture sur laquelle c'est marqué le champion avec des bouteilles de champagne. Voilà. C'est un très bon match. Au bout de 5-6 minutes, je crois, ça a été assez rapide. Il y a un gros raté de la part de Cody Rhodes qui fait en fait un saut par-dessus la troisième corde. Jericho se pousse et il tombe directement sur la rampe qui est à hauteur de ring. Tête la première sur la rampe et il va s'ouvrir en fait toute l'arcade ici. Alors attention, je vais montrer des images, ça va être passer quelques secondes si vous voulez pas voir. Voilà, donc en fait Jericho qui va s'ouvrir toute l'arcade, Cody qui va s'ouvrir toute l'arcade. Un point en fait où je me suis demandé moi s'ils n'allaient pas arrêter le match à cause de ça. Parce que il était vraiment bien ouvert. J'ai eu des photos après coup donc sur son Twitter où il a pas mal de points de suture en fait tout ici en fait. Voilà, ça saigne beaucoup mais c'est l'arcade hein, donc voilà. Sauf que c'était quand même ouvert assez profond, j'avais l'impression. Mais bon. Le match continue quand même. Jack Hager se fait renvoyer par la referee, donc la meilleure arbitre je trouve à la AEW. Ça va permettre du coup à laisser du temps en fait à Jericho pour qu'il puisse frapper Cody avec le titre, parce que pendant que Jack Hager ne veut pas sortir en fait, du coup l'arbitre a le dos tourné au ring, donc ça permet à Jericho de frapper Cody avec le titre, toujours au niveau de l'arcade, hein, il tape toujours à peu près au même endroit. Jericho fouette ensuite Cody avec sa ceinture, il est arrêté par l'arbitre également qui enlève la ceinture des mains de Jericho. Wall of Jericho, il y a eu aussi un codebreaker, pour l'instant Cody survit. Et on va terminer donc avec comment s'appelle sa prise de soumission, Lion, ah zut j'ai un trou sur le nom, Lionheart, un truc comme ça. Du coup, une prise de soumission de la part de Jericho. Et alors là, c'était une fin à laquelle je m'y attendais pas du tout. C'est MJF qui va jeter une serviette blanche sur le ring. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que quand il y a un manager qui est présent au bord du ring, s'il jette la serviette blanche sur le ring, c'est abandon pour son catcheur. Ça veut dire qu'en gros, il estime que le catcheur ne peut pas continuer. Donc, que la personne qui manage ne peut pas continuer le match. Donc voilà, dans ce cas-là, il préfère arrêter le match. Donc c'est ce qu'a fait MJF. C'est très rare. Moi, je crois que je l'ai vu une seule fois jusqu'à présent à la WWE. C'était un vieux match en plus. C'était Stephanie contre Vince et c'est
la femme de Vince, j'ai un trou sur le prénom, qui jette la serviette en fait pour pas que sa fille se fasse détruire par son père. Bref, une autre histoire ça. MJF donc il jette la serviette et du coup ça fait abandon de Cody. MJF est en pleurs, il s'excuse auprès de Cody du coup. Cody va donc pardonner à MJF. Et là, turn heel de MJF, low blow. Il va crier It's my turn now, donc c'est mon tour maintenant. Donc voilà. Je suis content que MJF tourne parce que c'est un super heel. Sa catchphrase c'est He's better than you and you know it. Donc il est meilleur que vous et vous le savez. C'est comme ça qu'il se fait introduire sur le ring. Donc voilà, donc gros turn de MJF. On va donc avoir prochainement du MJF versus Cody. Donc ça devrait être vraiment bien. Cody est quand même le super babyface de cette compagnie. Donc voilà, ça devrait être bien. J'ai hâte de voir la suite sur cette rivalité. Petite note à la fin, un spectateur qui lance de l'eau sur MJF, je pense qu'il n'a pas vu le match suivant du coup. J'avais l'impression que ça venait du public, j'avais pas l'impression que ça venait de quelqu'un du staff qui balançait de l'eau sur MJF. Voilà, donc ça, le match a duré 30 minutes, pardon, j'ai oublié de vous dire, 30 minutes, c'était un bon match. Il y a eu un gros ralentissement quand même après la blessure de Cody, donc je pense ici pour voir si ça allait ou pas. Mais du coup voilà, c'est reparti et ça s'est bien terminé, donc 30 minutes de match, c'était vraiment sympathique. Ensuite, il va nous rester le dernier match de la soirée. Kenny Omega contre Jon Moxley, Lighthouse match. Un match qui n'est pas sanctionné par la AEW, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dans les livres, dans les tablettes de la AEW. C'est un match qui ne compte pas, parce que ce sera trop violent. Justin Roberts, l'annonceur, annonce que les lumières vont s'éteindre et se rallumer, et qu'après ça, la AEW ne pourra pas être tenue responsable de ce qui se passe. Les lumières, elles s'éteignent pas. J'ai regardé, hein, on passe les lumières au rouge, c'est pas les lumières qui s'éteignent. Surtout que plus tôt dans la soirée, quand on a eu le retour de Christopher Daniels, les lumières se sont réellement éteintes. Donc c'est un petit peu dommage, c'était pas compliqué de mettre dans le noir la salle 5 secondes et de dire c'est bon, c'est parti. Là ils ont préféré faire juste passer les lumières au rouge et remettre les lumières en mode normal. Donc voilà. C'est un petit truc qui m'a gêné moi à ce moment là, mais c'est vraiment juste au niveau de la production. Alors après on part sur un match de 38 minutes entre les deux qui va être très violent. On va commencer avec des battes et balais avec des barbelés, des tapettes à souris. Donc Omega va tomber sur des tapettes à souris, des chaînes. Je passe assez vite le début parce que c'est ce qui m'a m'intéressé, surtout ça va être la fin du match on va dire. Omega qui se fait étrangler du coup par des chaînes de Mox, voilà, et un saut depuis depuis le ring par-dessus la troisième corde de Omega sur Mox qui se crache dans une table. Donc ça voilà, c'est un début de match assez sympathique. Et après ça du coup on va commencer avec du verre. Kenny Omega va sortir un sac à un moment dans lequel il est censé y avoir du verre cassé. Alors soi-disant ça venait de la table qui avait été cassée à Dynamite, donc sur le premier épisode de Wednesday Dynamite. Jon Moxley avait attaqué Omega, c'est parti derrière le ring, et dans le public, et on a fini dans une loge où en gros ils ont cassé une table basse, donc le verre c'est soi-disant cassé. Là c'est pas du verre quoi, ça se voit, c'est plus des vitres, des morceaux de vitre un peu en sucre comme au cinéma je pense. Parce que sinon c'était pas possible quoi. Je crois qu'il lui fait manger un peu de verre à un moment du Omega à Moxley, donc c'est pas possible en fait. Donc voilà, pour moi c'est juste du sucre. Mais en tout cas voilà, c'était assez sympathique, il y avait des prises directement sur le verre. Puis après ça commence, ça part directement sur la rampe à nouveau. Et là Omega va demander donc aux représentants de Elite, donc les Young Bucks et Hangman Page, d'amener une structure au bord du ring. Donc la structure c'est une sorte de grand carré avec plein de barbelés à l'intérieur. C'est plein de barbelés et du coup Omega essaye de mettre Moxley dedans, il se fait contrer, il y a 2-3 contres et à la fin c'est Moxley qui met Omega dans cette structure, mais les deux tombent dedans. Donc ils sont tous les deux pris dans
dans du barbelé. Voilà, c'est quand même, il y a un peu de sang et tout ça, ça commence à être, c'est quand même assez violent, je trouve. Voilà, une fois qu'ils ont réussi à sortir du barbelé, Omega va mettre un coup de genou sur Moxley, il va passer à travers le décor de Full Gear, le logo de Full Gear qui était là avec un projecteur derrière. Et après on va passer du coup sur on retourne sur le ring et là John Moxley va démonter les protections du ring pour faire en sorte que sur en gros la moitié du ring on soit directement sur les planches de bois pour terminer le match. Donc on n'est plus en fait sur les tapis et la mousse en fait qui permettent d'amortir, on tombe directement sur des planches de bois. Omega va rater sa prise du haut de la troisième corde pour en fait avoir la tête du coup qui tombe en premier sur les planches et ça va enchaîner du coup par John Moxley qui va faire son Paradox Shift pour remporter ce Light Out match. C'était très violent. Très violent, je vous ai dit que ça a duré 38 minutes, mais ouais, je trouvais ça vraiment très violent. Il y a du sang partout. J'ai passé des trucs à un moment avec le pic de glace. Omega qui attaque Moxley avec un pic de glace soi-disant sur le crâne ici pour lui ouvrir le crâne en fait. Donc voilà, ça saigne pas mal. Donc c'était bien, mais c'était violent quand même, j'ai trouvé. Voilà, et du coup, on va terminer ce pay-per-view là-dessus. C'était pour moi un bon pay-per-view. J'ai beaucoup aimé le Jericho contre Cody avec le turn de MJF, même si j'ai eu peur pour Cody quand même quand il s'est pris la tête sur la rampe. Mais voilà, c'était... Ouais, j'ai beaucoup aimé ce pay-per-view. Le match que j'ai le moins aimé, c'est le Sean Spears contre Joey Janela. Voilà. Et maintenant, j'ai hâte de voir la suite. On se retrouvera du coup, le prochain épisode de Dynamite devrait être assez intéressant du coup, notamment les explications de MJF peut-être pour savoir pourquoi il a fait ça. Et les répercussions du match entre Omega et John Moxley. Voilà, et peut-être aussi qu'on va commencer à voir qui va aller du coup se battre contre Jericho pour la ceinture. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Voici peut-être John Moxley vu que c'est lui qui a remporté le match contre Omega, donc il y aura peut-être la possibilité d'aller se battre pour la ceinture contre Chris Jericho. Ça pourrait être sympa également. Voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette review vous aura plu. Je ne sais pas quand aura lieu le prochain pay-per-view de la AEW. Je crois qu'il n'y en aura plus cette année. Je crois que c'était le dernier de l'année celui-là. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore. Je crois pas qu'ils aient annoncé le suivant. Mais bon, ça au pire, on verra bien. Pour ce qui est du catch, on se retrouve à la fin du mois, le week-end du 23-24, pour Takeover Wargames 3, le samedi 22-23, je sais plus quand ça tombe le samedi. Le samedi 23, donc Takeover Wargames 3, et le dimanche qui suit, donc le 24, on aura les Survivor Series avec Raw versus SmackDown versus NXT. NXT a tapé en premier avec une invasion, c'était cool, c'est cool à regarder en ce moment la WWE. Et du coup, je suis assez hypé du coup pour ce pay-per-view. Voilà, écoutez, merci à vous. On se retrouve milieu de semaine, jeudi soir, je pense, pour un unboxing de Pop. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.